Est-ce que ça vous dit de parler de la révolution robotique? Vous n'avez pas le choix, la vidéo est déjà écrite. C'est déjà en train de se produire, vous allez voir, ça ne concerne pas forcément les robots auxquels vous pensez. Et pour aborder le sujet, j'ai le plaisir d'inviter PH du Point Genius. Salut PH. Salut Grégoire, merci pour l'invitation. Effectivement, on a tous été fascinés par les robots de Boston Dynamics. Leurs mouvements précis et fluides, leur capacité d'adaptation, leur petite bouille trop pipou et leur manière de tortiller du boule. Non, il n'y a que moi qui ai envie d'en avoir un. Que moi qui aime autant les robots. Que moi qui pleure quand le petit œil rouge du Terminator s'éteint sur la presse hydraulique. Pardon, traumatisme d'enfance, j'ai encore du mal à en parler. Oui, je comprends. Mon trauma, moi, c'était Mufasa. Terrible. Mufasa? Le gros chat, là? Ouais, non, ça va, ça. Bref, il est certain que les robots auront une place dans notre quotidien pour le meilleur et peut-être aussi pour le pire. Il est vrai, s'imaginer se balader tranquille dans la forêt de Vierzon et t'as ça qui débarque en frontal avec une mitrailleuse à chaque épaule, ouais, tu peux passer à côté du charme bucolique du patelin. Vous circulez actuellement dans une zone interdite aux humains. On verra comment c'est utilisé, il y a déjà des robots chiens dans la police de New York, mais, à mon avis, dans les prochaines années, c'est pas ces robots-là qui vont changer le monde. Aujourd'hui, on va parler des robots miniatures. Traitement des déchets radioactifs, dégradation des microplastiques, traitement local des maladies, microchirurgie, les applications potentielles sont très nombreuses. Et les défis aussi sont nombreux, d'autant plus que les lois de la physique prennent une forme différente à petite échelle. Depuis les premiers ordinateurs aussi gros qu'une pièce entière jusqu'à nos téléphones portables actuels, les composants électroniques n'ont fait que diminuer en taille. On le voit très bien avec la loi de Moore, la densité des transistors double tous les 2 ans. Le premier microprocesseur en 1971, c'était 2300 transistors. Aujourd'hui, c'est plusieurs milliards. Malheureusement, on arrive à la fin de cette miniaturisation, tout simplement parce qu'on bute sur la taille des atomes. On ne peut pas miniaturiser un atome. Et donc maintenant qu'on s'est donné des capacités technologiques brutes, vient le moment de diversifier les applications. On sait fabriquer des petits objets qui calculent, maintenant on va fabriquer des petits objets qui se déplacent, transportent des molécules, éliminent des toxines, etc. Ici, vous voyez un micro-robot plus petit qu'une paramécie. Il est fabriqué à partir d'une puce électronique sur laquelle on rajoute des petites pattes en platine. En présence d'un courant électrique, les ions présents dans l'eau vont plier la petite patte et en renforçant la structure aux bons endroits, on peut contrôler le pliage et donc imprimer le mouvement qu'on veut. Le courant électrique est généré par des cellules photovoltaïques, des mini-panneaux solaires. À chaque fois qu'on éclaire l'avant ou l'arrière, vous voyez le faisceau laser qui se balade là, et ben ça crée du courant. Et ce courant fait bouger les petites pattes. Et ça permet aux micro-robots de se déplacer. Leur taille fait moins de 100 micromètres, donc on peut les injecter avec une seringue. Et ils sont compatibles avec l'électronique classique, donc on pourra facilement leur donner des tâches à accomplir. Le souci avec ce genre de robots, c'est qu'ils ont besoin d'être éclairés pour fonctionner. Et dans le corps humain, alors je sais pas pour vous, mais moi j'ai pas la lumière à tous les étages. What? C'est toi qui as écrit ça, Grégoire? T'as fait un stage chez Astronogeek ou quoi? Ah non, mais j'écris plus mes textes, moi, hein. Tout est fait par ChatGPT, hein. Je suis pas responsable du script. Hein. C'est là que je regrette de ne pas l'avoir lu au moins une fois avant. Bon, enfin, vous avez compris l'idée, je suis pas un frigo, j'ai pas l'éclairage interne. C'est le problème du contrôle externe. Ça permet de maîtriser la trajectoire des robots, mais pas très pratique en conditions réelles. Une solution à ça, c'est la propulsion autonome. Ce micro-robot, par exemple, il peut remonter le courant à une vitesse de 35 micromètres par seconde. Ça peut paraître très lent, mais pour sa taille, je vous assure que c'est pas mal. Le robot est constitué d'un petit tube avec des électrodes à l'avant et à l'arrière. La tension électrique propulse les ions du milieu et ça crée une force de poussée par réaction. Ce que les chercheurs ont remarqué, c'est que plus le tube est petit et plus la vitesse est grande. Et ça, c'est parfait pour la miniaturisation. Le vaisseau pourra se déplacer dans les vaisseaux sanguins, donc on pourra amener une molécule sur une zone à traiter, faire un diagnostic local, et même faire de la microchirurgie ou déboucher un vaisseau sanguin plein de cholestérol.
On a vu que la lumière, c'était pas une bonne idée pour contrôler les robots dans le corps humain. Par contre, ce qui pourrait marcher, ce sont de petits champs magnétiques. Cette petite bande de silicone, par exemple, va réagir au champ magnétique. En changeant l'intensité et l'orientation du champ, on peut lui faire exécuter des mouvements très variés. Sauter, rouler, ramper, attraper des objets, passer des obstacles, insulter 12 parsecs. J'aime pas trop qu'on se foute de ma gueule. Un champ de 10 millitesla suffit à l'activer. C'est 100 fois moins que pour un IRM, donc on pourra contrôler ces petites bandes de silicone depuis l'extérieur sans problème. C'est pas vraiment des robots avec une intelligence artificielle embarquée, mais ça donne le même résultat. On a un petit objet qui peut se déplacer dans les vaisseaux sanguins et exécuter toutes sortes de tâches. Pour l'instant, ils sont encore un peu gros, il faudra les miniaturiser. Ça va poser tout un tas de défis techniques, mais aussi des défis purement physiques, parce que le monde est très différent à petite échelle. C'est le moment de faire un peu de physique. Les écoulements de fluide se font principalement en deux régimes. Le régime laminaire, où toutes les couches de fluide glissent parallèlement les unes par rapport aux autres, et le régime turbulent avec des tourbillons dans tous les sens. Le régime laminaire, ça concerne plutôt les liquides lents et visqueux comme l'huile et le miel, et le régime turbulent, c'est plutôt les fluides rapides et peu visqueux comme l'air. Sans trop rentrer dans les détails, les physiciens qui étudient les fluides utilisent un nombre qu'on appelle le nombre de Reynolds et qui contient la viscosité divisée par la taille de l'objet et sa vitesse. Si vous étudiez le vol d'un avion, par exemple, la taille de l'objet est grande et la viscosité de l'air est faible. Donc vous divisez un petit nombre par un grand nombre, le résultat ça va être un rapport petit. Si le rapport est petit, on est dans le régime turbulent. Il va y avoir plein de tourbillons derrière les ailes de l'avion. A l'inverse, si vous faites tomber une bille dans un fluide très visqueux comme de l'huile, le régime va être laminaire, il ne va pas y avoir de tourbillons. Ce rapport dépend de la viscosité. Si vous vous déplacez dans l'air, dans l'eau ou dans l'huile, ça ne va pas se passer de la même manière. Il y aura plus de frottement dans l'huile que dans l'air. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est que le rapport dépend aussi de la taille et de la vitesse de l'objet. Si vous regardez un tout petit robot qui avance lentement, même si vous êtes dans l'air qui est un fluide avec une faible viscosité, le rapport sera quand même assez grand. Plus les grandeurs sont petites en dessous de la barre de fraction, et plus le rapport va avoir tendance à être grand. Donc l'avion dans l'air, ça donnait un régime turbulent, mais un tout petit robot dans l'air, là ça va donner un régime laminaire. Ce qu'il faut retenir, c'est que du point de vue du robot, comme il est tout petit, tout se passe comme si l'air avait une grande viscosité. Et donc le robot, il va pouvoir nager dans l'air en flottant un peu comme du pollen, de la même manière que vous pouvez nager dans l'eau. À petite échelle, le moindre frottement prend des proportions démentielles, et un phénomène comme la tension de surface de l'eau aura des conséquences terribles. Quand vous êtes tout petit, vous pouvez marcher sur l'eau, mais vous pouvez aussi vous retrouver coincé dans une simple goutte. À l'échelle du micromètre, la physique n'est pas la même, et il faudra prendre ça en compte pour fabriquer des robots efficaces. Il y a évidemment un autre domaine capital à étudier si on s'intéresse aux micro-robots, c'est la biologie. Si on veut que le robot puisse survivre dans les vaisseaux sanguins, il faut éviter qu'il se fasse bouffer par les globules blancs. Ouais, c'est un peu leur taf d'aller à la filoche avec les corps étrangers. Vous avez jamais vu l'aventure intérieure ou tout simplement il était une fois la vie? Ah non, mais c'est teigneux ces machins-là. Ces petits robots, de 2 micromètres de long, sont contrôlés par des ultrasons. Ils sont fabriqués à partir d'un petit fil en or, recouvert de membranes de globules rouges et de plaquettes sanguines. Ça paraît anodin comme ça, mais on est vraiment en train d'assister à l'avènement de robots hybrides, mimétiques. Il y a une partie électronique ou métallique qui permet au robot d'être contrôlé et une partie biologique qui lui permet de passer à travers les défenses immunitaires. Ça vous rappelle rien ça? Ici, le fil d'or répond aux ultrasons et c'est ça qui permet aux micro-robots de nager. Comment ça serait trop pipou un Terminator tout en or? La partie plaquette permet de se lier aux bactéries pour les éliminer, et la partie globule rouge permet d'absorber les toxines. On a fait le test, les micro-robots ont été ajoutés à du sang contaminé par du staphylocoque doré, et au bout de 5 minutes, il y avait 3 fois moins de bactéries et de toxines que dans l'échantillon témoin. Le problème du staphylocoque doré, c'est que ça résiste aux antibiotiques. Et donc il faut trouver un autre traitement, et peut-être qu'avec les micro-robots, on tient une solution. Alors j'ai gardé le meilleur pour la fin, je vous présente les xénobots. Xénomorphes? Non, xénobots. T'es sûr que ça va, PH, parce que là... Ici, pas de puce électronique,
Pas de partie métallique, on a un robot entièrement biologique, construit à l'aide d'une intelligence artificielle. Pour ça, on utilise des œufs de grenouille. À la surface de l'œuf, il y a des cellules souches, et au cours du développement, ces cellules vont se spécialiser pour devenir au choix des cellules musculaires, des cellules de l'épiderme, du système nerveux. Et il se trouve qu'on sait comment ces cellules vont se spécialiser en fonction de leur position sur l'œuf. Du coup, en découpant correctement les cellules et en les réarrangeant, on crée les fameux xénobots qui vont se comporter comme de petits robots. La conception se fait dans une simulation informatique. Chaque petit cube représente une cellule avec son comportement unique. Et l'algorithme teste plein de configurations jusqu'à trouver un comportement intéressant. On veut par exemple que le xénobot puisse se déplacer et pousser des objets. Ensuite, on reproduit la même forme que dans le logiciel en mettant les bonnes cellules aux bons endroits. Et miracle, le xénobot a le même comportement en vrai que dans la simulation informatique. Les robots peuvent se déplacer dans des tubes, tourner en rond, se régénérer en cas de blessure, et ce qui a vraiment surpris les chercheurs, les xénobots ont même des comportements émergents, des comportements qui n'étaient pas prévus à l'avance. Ils sont capables spontanément de rassembler des objets et former des paquets. Ça peut être très utile si par exemple on veut nettoyer une zone polluée par des plastiques. On avait déjà observé ce comportement chez les robots classiques, sans être programmés pour ça et sans avoir la moindre information sur leur environnement. Ils se mettent spontanément à rassembler des petites boules en plastique. Tout simplement parce qu'ils peuvent pousser une boule pour la coller à une autre, mais s'il y a trop d'objets à déplacer en même temps, ça devient trop lourd et donc ils s'arrêtent. Et du coup, petit à petit, de manière émergente, il y a des paquets qui se forment. Et ce qui a fait beaucoup de bruit, c'est que si on donne aux xénobots des cellules dont ils sont eux-mêmes constitués, ils sont capables de les rassembler et de fabriquer d'autres xénobots. C'est une sorte de reproduction très sommaire, mais c'est peut-être le début d'une révolution. Ces technologies vont changer la face du monde. Fascinantes ou terrifiantes, à la frontière entre la robotique et le monde du vivant, elles nous permettront de mieux diagnostiquer et de mieux traiter les maladies. Plus besoin de chirurgie invasive, plus besoin de chimie agressive, quelques petits robots viendront vous soigner localement et sans douleur. Bien sûr, comme avec toutes les avancées techniques, il faudra se poser les questions éthiques qui vont avec. Jusqu'à quel point pouvons-nous manipuler le vivant ? Est-ce une bonne idée d'avoir des nanomachines dans notre corps ? Y aura-t-il des effets secondaires incontrôlables ? Vaut-il mieux que les robots soient autonomes ou contrôlables depuis l'extérieur ? Ne faut-il pas laisser le corps régler certains problèmes naturellement ? Faut-il augmenter l'être humain ? Faut-il faire disparaître la mort ? J'espère que ça vous a plu. Un grand merci à PH pour la collab. Tu repasses quand tu veux. Merci à toi, ce fut un véritable plaisir. À la sortie de l'épisode, je serai sur Twitch en direct pour répondre à toutes vos questions et à tous vos commentaires. On va discuter de la vidéo ensemble. Sur Twitch, je fais aussi ce que j'appelle des wiki-balades. J'ai mis ça sur une chaîne secondaire, ça s'appelle Wiki-balade. Ce que je fais, c'est que je parcours dans l'ordre chronologique les prix Nobel de physique et je regarde leurs fiches Wikipédia. Et je raconte un peu leur histoire, ce qu'ils ont fait, pourquoi ils ont eu le prix Nobel. Ensuite, si vous faites des études scientifiques, j'ai 2 chaînes pour vous. Réussir ces études scientifiques, où je donne des conseils assez généraux, et Sciences physiques, où je mets des résumés de cours et de TD. Ok, il reste un épisode, le dernier sur la série de l'électromagnétisme. Ce sera sur les aurores boréales. Ensuite, je vous mettrai un petit épisode hors série, vous verrez, j'ai une petite idée sympa. Et après, on partira dans l'espace pour une nouvelle série, on parlera de la relativité. Allez, portez-vous bien et à bientôt.